Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue sur ce nouveau live Upside Strength sur YouTube. Ça fait un petit moment, ça fait un petit peu trop de temps même. J'ai réalisé que ouais, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venu en direct sur YouTube. Donc nous voici, nous voilà. Et en plus, je vais essayer quelque chose de différent avec toi ce soir. Si tu vas dans les commentaires à l'instant même, ou alors dans la description, tu trouveras un lien. C'est studio.restream.io/efc-afwf-ynm. Et en utilisant ce lien, tu peux venir participer directement au live et venir poser ta question en direct. Je me dis que ce serait sympa de faire quelque chose d'un petit peu différent et d'essayer cette fonctionnalité qui existe sur la plateforme que j'utilise. Donc bonsoir à toi. Si tu as envie de venir poser une question ou juste dire bonjour, tu n'as pas besoin d'avoir des questions, n'hésite pas à cliquer sur le lien et je prendrai les gens dans l'ordre. Et s'il y a beaucoup de monde, eh ben, je prendrai le maximum de gens possible. Voilà, je pense pas qu'on va être trop submergé non plus, mais on va attaquer ce live. Et je voulais aussi donner quelques news au niveau, alors au niveau pro, au niveau perso, parce que ça fait un petit moment que je suis bien occupé, donc je voulais revenir sur les dernières semaines et tout ce qui s'est passé, des chouettes aventures de mon côté. Et là, je profite du fait que la famille est en vadrouille. Ma femme Lynn et notre fils Avery sont au Canada pour voir la famille. Et papa, il est resté à la maison. Donc, je profite de faire ce live le soir. Normalement, là, je suis en train de manger le souper avec ma famille, mais pas ce soir. Donc, je profite d'être là. Salut Christophe, dans les commentaires, bien le bonjour qu'il nous dit. J'espère que tu vas bien. Encore une fois, si tu veux participer, si tu veux poser ta question en direct, clique sur le lien que tu retrouves dans les commentaires ou alors dans la description et tu peux venir me parler en direct. Voilà, il te suffit de cliquer le lien. Donc, pour les news, début d'année assez mouvementé, occupé, pour de bonnes raisons. Un gros projet perso qui va voir le jour tout bientôt, dont je te parlerai un petit peu plus tard. Et au niveau pro, donc pas mal d'interventions externes ces dernières semaines. Je crois que j'ai eu entre 1 et 2 déplacements par semaine ces 2 derniers mois. Donc c'était bien soutenu. Alors j'ai bien géré le truc, contrairement au passé où j'en faisais un peu trop et j'arrivais pas bien à le gérer. Mais là, j'ai pu gérer la chose un petit peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la chance d'aller donner une journée de formation au CQP de mon amie et collègue Flora, Flora Vis, que tu as déjà vu sur le podcast, que tu as déjà vu sur la chaîne YouTube, qui a le super podcast Radio Vestiaire. Donc, va écouter Radio Vestiaire sur Spotify. Je ne sais pas s'ils sont sur YouTube, ces podcasts encore, mais en tout cas, sur Spotify, tu peux les retrouver. Donc, va écouter le podcast de Flora Radio Vestiaire. Et donc, j'ai pu donner une journée de formation dans son CQP, très, très chouette, avec une belle petite poignée d'élèves. On a parlé de RPE, on a parlé d'endurance et de planification. Ça, c'était l'objectif de la journée. Une très chouette journée d'apprentissage pour tout le monde et une bonne opportunité pour moi de remettre le pied à l'étrier aussi avec des groupes. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé faire des séminaires ou des interventions de ce genre, donc ça, c'était très, très chouette. Ça, c'était début mars et février, j'oublie février. Février, ouais, ben oui, comment j'ai pu oublier, je suis allé à Dubaï pendant 5 jours pour travailler avec mon collègue et ami Vincent Issartel. D'ailleurs, on a fait un super podcast sur le Sadikwa podcast. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te recommande d'aller l'écouter. On a parlé un peu de sport, mais on a surtout parlé de nous et c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Salut Conan, j'espère que tu vas bien et je te réponds dans quelques instants. On a Basilou qui est avec nous aussi. Comment fais-tu pour être si beau? Basile, tu sais, je me rase la tête. C'est ça qui fait tout l'effet. Et ça fait 3 ans que je me laisse pousser la barbichette parce que j'ai pas de menton. Donc, la barbichette, ça aide. Donc, voilà mes 2 tips. Se couper les cheveux parce qu'il y en a plus beaucoup et se laisser pousser la barbichette. Donc, voilà, si toi aussi tu veux être magnifique, Basile, tu sais quoi faire. Bon, après, si tu coupes les cheveux, je sais pas ce que va dire Claudia. Donc attention à toi quand même. Ouais, donc février, Dubaï, j'étais agréablement surpris par la ville. Super magnifique ville. Alors, tout dans la démesure.
Mais pour moi qui n'aime pas du tout les grandes villes, honnêtement, c'était une très, très chouette expérience. Donc merci Vincent de m'avoir donné cette opportunité. J'ai passé une super semaine avec toi et encore une fois, un super podcast à aller écouter. Heu, Ça c'est EBP, exactement. EBP, c'est très, très important. S'il n'y a pas d'études double aveugle randomisée contrôlée qui dit, ça n'existe pas. Hem, donc Dubaï en février, très, très chouette comme voyage et un peu de boulot, un petit peu de temps off aussi, donc ça c'était top. Encore une fois, va écouter le super podcast de Vincent Isartel, Ça dit quoi? Tu le retrouves sur la chaîne YouTube et tu le retrouves aussi sur Spotify. Ensuite, mois de mars, j'ai eu la chance d'aller au stade de Reims aussi pour travailler avec mon collègue, Baptiste Hamid et va intervenir sur une journée avec lui sur son projet de recherche et développement, avec les jeunes qu'il coach et qu'il encadre autour autour des tests d'effort, pardon, pas tests d'effort, autour du profilage physiologique et des tests lactates. C'était super intéressant d'être vraiment dans le contexte d'une équipe de foot, de voir les contraintes avec lesquelles ils travaillent, de voir leurs possibilités et d'essayer en gros, de faire quelque chose qui tient la route avec tout ça. Donc ça, c'était vraiment super intéressant et donc on a pu mettre en place les tests lactates. Moi, j'ai pu en apprendre beaucoup sur le contexte du football professionnel actuel, parce que forcément, j'évolue pas dans ce sport H24. Voilà, le fait de pouvoir participer, c'était vraiment très sympa. J'ai cru entendre que quelqu'un s'est connecté. Alors attends, je vais juste voir comment ça se passe. Tac, tac, tac. Normalement, je devrais vous voir apparaître sur l'écran. Si quelqu'un a essayé de rejoindre pour poser une question, mets-moi un petit mot dans le chat privé. Normalement, je devrais pouvoir. Ah, tac. Ah voilà, Léo. Je t'ai trouvé Léo. Voilà, il fallait juste que je clique sur cet autre bouton. Léo, normalement, tu es avec moi. Est-ce que tu peux parler, voir si je t'entends? Allô, allô, Léo. Allô, allô, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Alors, Léo, apparemment pas encore, connecté. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc Léo, si tu veux revenir poser une question, réessaye encore un coup, et on pourra faire ça. Tac, j'essaie juste d'avoir l'écran en visuel comme ça, je vois les gens qui rejoignent ou qui veulent rejoindre. Tac, comme ça, c'est parfait. Donc, je disais, ouais, Stade de Reims, très, très chouette de pouvoir bosser avec un club de foot et d'essayer d'appliquer des principes d'endurance, générale dans le contexte, du football. Très, très intéressant comme expérience et ça rajoute un peu de contexte aussi sur les besoins de ce sport. Forcément, hein, ça va pas être pareil dans toutes les équipes, à tous les niveaux, mais voilà, j'adore mettre les pieds sur le terrain, j'adore faire les choses en présentiel, donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Hem, Tac, tac, il y a des commentaires qui commencent à venir, c'est cool. Je vous le rappelle, hein, si vous voulez venir me poser une question en direct, cliquez sur le lien qu'il y a dans les commentaires ou alors celui dans la description et faut allumer votre caméra, votre micro et après vous pouvez me poser une question en direct, ce sera sympa. Ouais, bah, écoute, Conan, si tu veux poser une question en direct, vas-y, hein, clique le lien, viens et on en discute en direct, ce sera plus sympa. Donc ça, je continue avec mon petit blabla, avec mes derniers mois et mes déplacements. Donc ça, c'était Stade de Reims, au mois de février, fin février, début mars, si je ne me trompe pas? Début mars, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ensuite, il y a eu, ça c'était début avril, je suis retourné chez, fin mars, avant même avril. Fin mars, je suis allé au LOSC, à Lille, aussi au club de foot. Merci Antonin, de m'avoir fait intervenir. J'ai pu parler au staff pro et au staff de l'académie pour, encore une fois, parler des tests de lactate, comment ils peuvent être mis en place, à quoi serviraient des tests de lactate dans un contexte de sport collectif comme le foot, qui a forcément une dominante explosive, puissance. Mais c'était encore une fois un beau challenge, de super échanges avec le staff, donc très très content. Et merci pour votre accueil, Émilie. Euh, Merci beaucoup pour ton accueil, au stade. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Et puis donc ça, c'était, fin mars. Ensuite, j'ai eu la chance début avril d'aller bosser avec, les pompiers de nouveau, les pompiers pro à Lausanne, ici à côté de chez moi. 2 jours de formation avec les pompiers professionnels. Ça, c'était très, très chouette aussi. On a continué sur la lancée de ce qu'on avait fait l'an dernier. Donc cette fois-ci, on a parlé programmation. Voilà, programmation de l'endurance, programmation de l'entraînement de manière générale.
L'année dernière, on avait bossé sur le RPE et les tests physio ou les tests cardio, on va dire. Donc, on a continué là-dessus et comment établir un plan d'entraînement, comment organiser tout ça. C'était très, très intéressant aussi. Merci encore Hervé pour cette opportunité. Merci à Sofiane aussi du LOSC pour le super temps passé ensemble et tous les échanges. J'avais oublié, mais je veux le mentionner. Et la semaine dernière, mardi, je suis remonté à Prémanon au CS, non, c'est quoi? C'est le CNSNMM. C'est le pire acronyme du monde à dire, mais c'est plutôt cool. C'est le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon, dans le Jura français. Merci Jonas pour cette opportunité. Très, très cool de pouvoir revenir. C'est la deuxième fois que j'intervenais dans son certificat de coaching et on a ouais, Laurent, désolé que tu puisses pas te connecter, mais si tu peux te tourner, tu peux te connecter. En tout cas, je reviens sur les questions juste après si tu as pas l'opportunité de te connecter, en direct. Je te le rappelle, si tu nous rejoins, hein, tu peux me parler en direct, me poser tes questions ou juste dire bonjour si tu veux, bonsoir techniquement. Clique le lien dans la description ou alors dans le chat, pour ce faire. Allume bien sûr ton micro et ta caméra et puis comme ça on peut discuter, ce sera chouette. Donc Prémanon, Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, une demi-journée cette fois-ci sur les tests physiologiques avec le MOXIE. Donc pas mal d'interventions autour des tests ces derniers mois, mais très intéressant encore une fois. Très intéressant. Mise en pratique du test avec un des participants qui nous a fait l'honneur de se donner à fond sur le test sur le grand tapis. Un grand tapis, il a fait le test en ski roue. Donc c'est comme des skis de fond, mais c'est avec des roues. Et encore une fois, on a fait prise de lactate et Moxie, c'était très intéressant de parler avec tous les élèves. Et je n'ai presque oublié un. C'était fin mars et je suis retourné à Mâcon pour bosser avec Sylvain Druguet et ses élèves de son BPGEPS. Merci Sylvain, comme d'habitude, pour ta confiance et pour cette super journée passée avec le groupe. Toujours un énorme plaisir de pouvoir intervenir dans tes formations. C'est la 3e année, si je ne me trompe pas, qu'on fait ça. Et voilà, donc très, très chouette, encore une fois. Toujours une belle journée de se déplacer à Mâcon. Ça fait une longue journée, 2 heures de route, 7 heures de formation et 2 heures de route retour. Donc, je suis bien lessivé à la fin de la journée, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et puis, comme je t'ai dit, là, à l'heure actuelle, ma petite femme et notre fils sont au Canada pour aller visiter la famille. Moi, je suis resté à la maison pour m'occuper des projets perso et pro qu'on a en ce moment. Et donc, je profite de ce petit moment pour faire ce live avec toi. Donc, on continue et on va gentiment. Ah oui, avant qu'on continue, les choses à venir. La plus importante, dis-moi si tu seras au French. Les French Throwdown, ça se passe cette année à Montpellier. Semi-finale de CrossFit. Je vais sortir la date sur mon ordi parce que sinon je vais pas te donner les bonnes. Sauf erreur, c'est le 9, 10, 11 mai prochain. Donc si tu es disponible le 9, 10 et ou 11 mai prochain, viens à Montpellier, viens au French. Je refais une collaboration avec Incept. Incept qui est donc fournisseur Wattbike et Concept 2 en France. Si tu veux ou penses acheter un Ergo Concept 2, envoie-moi un petit message en DM sur Instagram et je te donnerai un petit code que tu peux utiliser chez Incept. Toujours super de faire des workshops et des interventions avec eux. Donc merci Richard d'organiser tout ça à chaque fois et merci Incept pour cette chouette collaboration qu'on va pouvoir faire encore une fois. Et cette fois-ci à Montpellier, c'est les 3e French auxquels je vais assister. Et c'est le 3e lieu différent. La première fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans en arrière. 2 ans en arrière et c'était au Vélodrome à Paris. L'année dernière, c'était au LDLC Arena à Lyon. Une ambiance de dingue. Si tu y étais, tu sais ce que je veux dire et honnêtement, je pense que ça va être pareil à Montpellier. Donc aucun doute que
Vous, bon Frenchies, ramenez une énorme ambiance pour ces semi-finales et je me réjouis d'aller à Montpellier. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans le sud, donc ça va être chouette de vous voir pour ceux que j'ai pas vus depuis un petit moment. Il y a 2-3 ans, j'avais fait pas mal de séminaires autour de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, et puis chez nos amis à CrossFit Serval aussi, juste en dessus de Marseille. Donc ce sera cool de revoir les gens du sud que j'ai pas vus depuis longtemps et hâte de te voir aussi au French si tu y es. Alors, on attaque avec les questions, hein, je te le rappelle, tu peux me poser ta question en direct en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description ou dans les commentaires. Alors, Conan, salut, est-ce que tu as des infos récentes sur le blood flow restriction pour la perf en endurance et une éventuelle combinaison avec l'entraînement en chaleur? Alors, je commence par la fin. Combinaison, je ne sais pas si je combinerais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Alors après, tu me diras, on peut tout faire, mais je ne sais pas si combiner ces 2 modalités, c'est le meilleur truc. Je pense que le blood flow restriction, ça semble ultra pertinent, notamment pour la réathlétisation. Si tu as des blessures et que tu reviens de blessure, c'est un moyen de, en gros, appliquer une charge métabolique plus importante, mais avec une charge externe moins importante. Et je dirais que c'est certainement l'attrait numéro un de ce genre d'intervention. Après, il semblerait avoir des bénéfices au niveau de la capillarisation musculaire aussi, mais forcément, ça dépend de ton niveau. Et c'est peut-être pas un truc que tu vas faire toute l'année, hein, parce que forcément, ben, on peut réduire la charge externe, mais on augmente la charge interne. C'est un petit peu comme la chaleur dans ce contexte-là. On augmente la charge interne avec la chaleur. On n'a pas besoin de pousser très très fort en intensité pour y arriver. Mais encore une fois, il faut le considérer dans la charge d'entraînement. Il faut faire les choses intelligemment. Il faut bien savoir se réhydrater après les électrolytes, le sodium, etc. après les entraînements en chaud. Et pour le BFR, je ne suis pas le plus au point là-dessus, très honnêtement. Je n'ai pas lu une étude ou un article là-dessus depuis très longtemps. Donc, tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien dans le contexte des réathlés et que ça a semblé montrer des intérêts au niveau de l'endurance. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut s'entraîner et il n'y a pas vraiment de raccourci. Donc, peut-être que ça peut servir à certains moments. Honnêtement, je ne saurais pas exactement où le placer sur un athlète qui est en santé, qui fonctionne bien et qui s'entraîne. Voilà, Conan, merci pour ta question. Laurent, j'enchaîne avec toi. Il y a pas mal de questions qui arrivent, c'est cool. Laurent, salut Sean, je serais super intéressé pour la préparation des épreuves d'ultra-cyclisme off-road, surtout au niveau du volume de la zone 2 et de l'intérêt de se mettre des séances de plus de 20 heures. Plus de 20 heures. 20 heures, c'est long. 20 heures, c'est très, très long. Ce qu'il faut faire, c'est considérer ton niveau actuel, ton volume d'entraînement et la structure de tes entraînements actuels et tes objectifs de compétition. Donc, si ta compétition va te demander de faire 20 heures d'affilée, bah, je dirais que au grand minimum, il faudrait que tu fasses 15-16 heures sur 2 jours, par exemple, 15 jours à 3 semaines avant l'échéance. Et donc, tu n'as pas besoin de le faire sur une journée. Tu peux le faire en 2 jours parce que tu auras la fatigue du jour d'avant que tu vas avoir dans les pattes. Tu peux faire moitié-moitié. Tu peux faire 10 heures, 10 heures. Non, pardon, ça c'est sur 20. Tu peux faire 7 heures, 7 heures. Tu pourrais faire 10 heures plus 5 heures. Quoi qu'il arrive, ça te permettra de pratiquer ta nutrition, ta gestion de la fatigue, de l'effort. Et ça te donne un bon point de repère aussi par rapport à la compétition que tu vas devoir faire. Donc, je suis convaincu que pour peu importe ton objectif, il faut voir où tu es maintenant, où tu veux aller, et après, il faut arriver à faire le pont entre les deux. Et donc, cette idée de faire un événement un peu test ou un week-end choc, comme certains l'appellent, à 2-3 semaines de l'échéance pour t'assurer que tu es bien dans les clous par rapport à ce que tu vas faire, c'est plutôt une bonne idée en général. Et après, par rapport au volume de zone 2, bah, honnêtement, ça dépend de combien tu en fais maintenant. Parce que si tu me dis je m'entraîne 15 heures semaine, ben, va pas te mettre 40 heures dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu suis par exemple Dylan Johnson sur YouTube, qui fait des super vidéos sur le cyclisme, il fait du gravel lui, et il parle là de ses entraînements récemment, et en gros, il fait de l'oscillation en périodisation en bloc. Donc, il va faire 30 heures la semaine 1, 10 heures la semaine 2, 30 heures la semaine 3, 10 heures la semaine 4.
Après forcément, il a la capacité de récupérer de ce genre de volume. Donc typiquement, il faisait 20 à 25 heures par semaine et là, il fait soit beaucoup, beaucoup de volume, soit, beaucoup moins de volume et il a dit qu'il était en super forme et que ça l'aidait bien. Faut-il encore avoir la possibilité logistique de faire ce genre de format? Parce que forcément, il faut beaucoup de temps la semaine où tu vas faire 20 heures, 30 heures, 40 heures. Et après, il faut savoir te brider et bien récupérer sur la semaine un peu plus facile. Mais ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et ça reflète un petit peu ce que tu vois chez les cyclistes professionnels quand ils font des courses par étapes, par exemple. Et ben, ils vont avoir une semaine où ils font plusieurs étapes. Et donc, oui, ils ont un volume énorme et une charge d'entraînement énorme. Et la semaine suivante, ils vont faire très, très peu de volume pour pouvoir refaire une course la semaine d'après, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Après, il faut bien se gérer, il faut bien se connaître. Il faut déjà avoir un volume d'entraînement conséquent pour que ce soit pertinent et il faut bien, bien gérer ta récupération. Faut pas faire n'importe quoi. Euh, J'espère que j'ai pu t'aider avec ma réponse. Sam, Hello Sean, peut-on considérer que le fait que je fais du seuil VO2 max lorsque je fais 5 par 5 de sled push avec une charge me permettant d'être autour de 90% de ta FC max RPE 8? Alors, il y a quelques éléments dans cette question. 5 par 5, si tu es en poussée constante, je me soucierais pas trop de ta FC ton pourcentage de FC max. Par contre, si tu me dis RPE 8 ou 9 et que tu fais un 5 par 5, ouais, je pense que tu es pas loin de ce genre de stimulus et forcément, il faut qu'au niveau cardio-respiratoire, ce soit dur, hein. Tu es en train d'en baver, tu peux pas faire des longues phrases pendant que tu parles, enfin pendant que tu fais l'effort. Donc ça, je considérerais que c'est plutôt du travail type VO2 max. Après, forcément, c'est un travail de type VO2 max qui est très biaisé force, parce que le sled, il va être lourd pour arriver à ça, ou alors tu le bouges très très vite, hein, les 2 peuvent être une possibilité. Donc forcément, il y a une tangente plus musculaire, mais oui, tu peux faire du travail de type VO2 max ou alors de seuil. Par contre, pour le seuil, je ferais peut-être. Alors, tu vois, là, si on prend le contexte que tu m'as donné, pour une séance de VO2 max, je ferais un 5 par 5 avec 2 minutes de repos à RPE 8 minimum. Et ouais, faut que tu en baves un petit peu pendant les intervalles. Et si tu voulais faire du seuil, par contre, je ferais un 5 par 5. Par contre, je ferais 1 minute de repos et RPE entre 6 et 7. Et là, c'est soutenu, mais c'est soutenable. C'est pas la haute intensité. Donc oui, théoriquement, tu peux faire du seuil ou de la VO2 max avec le même format de séance, mais il faut moduler les temps de repos et il faut moduler l'intensité. Et le RPE, c'est l'outil parfait pour ce faire. Et tu demandes encore, et que penses-tu de ce type de travail pour un cadre d'entraînement Aerox? Merci d'avance. Ben oui, forcément, si tu as de la peine sur les sleds, ça va être un type d'entraînement qui va être intéressant. Je ferai juste gaffe quand tu es loin de l'échéance, de peut-être plutôt faire ce travail en format seuil, voire même tempo. Peut-être que tu as besoin d'en bouffer des kilomètres et parce que tu as beaucoup de peine avec ça. Euh, Donc, tu peux le faire à plus basse intensité, tu peux le faire à plus haute intensité. Plus tu te rapproches de l'échéance, plus ce sera à haute intensité pour refléter les demandes de l'épreuve. Mais oui, je pense que ça peut être intéressant, surtout si tu as de la peine avec le sled push. Ok. On continue, c'est cool, il y a des questions qui s'enchaînent. Je te rappelle que si tu viens de nous rejoindre, tu peux me poser des questions en direct ce soir. Il te suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans les commentaires, tout en haut des commentaires normalement. Ou alors dans la description, il y a le même lien et tu peux me poser des questions en direct. Jérémy, salut Sean, je t'ai connu via le programme Live 3.0 de Jérôme de Biomeca. Jérôme de Biomeca, j'espère que tu vas bien. On s'est parlé il y a un petit moment. Et il repassait en vue les vidéos qu'on avait fait ensemble et il prenait beaucoup de plaisir, donc c'était cool. D'ailleurs, et je me permets de le faire, Jérôme, si tu regardes, j'espère que tu vas bien. Si vous voulez qu'on refasse un podcast avec Jérôme de Biomécanique Podcast, envoyez-lui des messages sur Instagram, gentil bien entendu, avec toute la bienveillance du monde. Il a dit qu'on en referait un prochainement, donc si vous le relancez et que moi je le relance, il y a des chances que ça se refasse. Et moi, ça me ferait plaisir de repasser sur son podcast. Donc, n'hésite pas à lui envoyer un message. Donc, tu m'as connu via son programme. Ma FC Max ne dépasse pas 180, même en essayant de m'arracher. FC au repos 46, 36 ans. Est-ce un problème? Non, c'est pas un problème. Il n'y a pas de FC Max normal. Et il faut sortir de ce paradigme de FC Max parce que c'est vraiment pas une bonne mesure. Et il y a même des études qui ont, pour ce que ça vaut, les études,
Petit clin d'œil à EBP, Basile. Heu, si tu as pas la ref, regarde le live depuis le début. Hem, En gros, les études, elles montrent que l'AFC Max, c'est pas une référence fiable pour l'entraînement. Que tu peux c'est une data un point de données que tu veux suivre dans la durée, mais c'est pas les hautes instances de ce monde. Laisse-moi voir si je peux peut-être, te montrer un graphique pour illustrer ce que je veux dire. Quand je dis que la FC Max, il faut pas y donner trop de trop d'intérêt. Alors laisse-moi voir si je peux rajouter une image à l'écran ici. Alors normalement je dois pouvoir, donne-moi un petit instant, pendant que je galère. Tac, 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 hop, hop et voilà. Donc tu vois à l'écran un graphique, d'un test d'effort que j'ai fait à 1 année d'intervalle avec, le seul, l'unique Alex Toumi, qui a suivi mon programme vélo pendant 1 année et puis qui a fait des gains de gueudin, comme on dit. Il est passé de 325 watts sur son test, par palier à 400 watts et tu vois une belle courbe de lactate qui s'aplatit et ce que tu vois aussi, c'est sa FC max qui est passée de 171 à 188 battements. Donc, est-ce qu'on a augmenté sa FC max? Bah, moi, je te dirais que non, on n'a pas augmenté sa FC max. Par contre, on lui a débridé les jambes et on lui a donné une condition physique qui lui permettait d'aller chercher plus loin dans sa fréquence cardiaque. Parce que là, ton cœur, le cœur de tous ceux qui regardent là, tous les cœurs sont capables de monter à, je sais pas, 250, voire même plus. Honnêtement, il faudrait que je cherche un peu pour voir véritablement, mais physiquement, physiologiquement, ton cœur, il peut battre à 250 battements minute. Après oui, tu peux pas y arriver avec de l'entraînement, il faut faut partir, dans des états qui ne sont pas très, très chouettes. Mais, en gros, c'est la ch est-ce que tu peux faire en sorte qu'il y ait la charge métabolique nécessaire pour, engendrer cette fréquence cardiaque, très, très haute? Et ben, pour, Alex, c'est, le fait qu'il soit entraîné sur vélo pendant 1 année, qu'il ait construit un cardio de malade. Alors on dit cardio, mais vraiment c'est le conditionnement, il se fait forcément dans le cœur aussi, mais dans les jambes et grâce à ses jambes, il a pu, monter beaucoup plus en fréquence cardiaque maximale. Donc ça, je pense, c'est un point qui est important, OK? Tac, on revient à nos moutons. Jérémy, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Non, c'est pas un problème. Mathéo, salut, je prépare un trail de 25 kills avec 1000 mètres de D+. Est-ce possible de remplacer une séance d'1 heure de F par une rando de 3 heures? Quel impact cela va avoir? Oui, tu peux. Tu peux. L'impact, c'est que ben, tu auras une meilleure durabilité parce que l'effort de 3 heures, forcément, va te demander une résistance à la fatigue plus importante que la séance d'1 heure. Et dans le contexte d'un trail comme ça peut être super intéressant d'être plus résistant à la fatigue. Donc, je ne dirais pas que 3 heures de rando, c'est nécessairement mieux qu'une heure d'endurance fondamentale, mais c'est un très bon choix de temps en temps et pour faire en sorte que tu fasses plus de volume, mais que la charge soit un peu moins importante que si tu courais et que tu encaisses bien le dénivelé et que tu sois capable de bien t'alimenter sur des heures d'effort, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est une plus-value intéressante. Faire des séances longues, quand tu fais des efforts longs en compétition, c'est toujours très, très intéressant. Dark Sloan, toujours présent sur les lives. J'espère que tu vas bien. Merci à toi. J'espère que tu as la forme. FC Astral, bonjour. Quand je fais un fractionné, est-ce que l'échauffement et la récupération, ça compte en zone 2 et donc dans les 80% de la préparation? Merci. Le 80-20, ça ne sert à rien. C'est mon nouveau dicton. Non, sans rire, va chercher 80-20 sur ma chaîne YouTube. J'ai dû poster ça il y a peut-être 2-3 mois en arrière. J'ai fait une vidéo sur le 80-20. Je crois que ça s'appelle Ne fais pas cette erreur. Et puis sur la vignette, il y a règle 80-20 ou un truc comme ça. Il y a 80-20 soit sur la vignette, soit dans le titre, et j'en parle. Mais en gros, ça ne sert à rien d'essayer de tenir 80%. Ça dépend complètement de ton volume d'entraînement, de ton niveau actuel, de tes besoins, de où tu te trouves par rapport à la compétition que tu veux effectuer, si tu veux effectuer une compétition. Donc, oui, la zone 2 en pré et post, ça compte, mais je ne me soucierai pas du 80%. Voilà pour répondre à ta question. Laurent, c'est plutôt 5-6 jours d'affilée à 20 heures par jour les épreuves. Ouais, ben, alors là, je pense que dans ce cas-là, il faut clairement que je pense clairement que le format dont j'ai parlé avec des semaines très, très volumineuses et après des semaines très, très faciles,
soit une bonne stratégie. Et il ne faut pas rester fixé sur la semaine nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que là, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, va pas tanker une semaine énorme alors que tu ne fais pas beaucoup d'entraînement à l'heure actuelle. Mais je te dirais, commence avec peut-être 2, 3 jours avec beaucoup de volume en densité. Et après, tu fais 4 jours quasiment off où tu fais juste une petite heure DF par-ci par-là. Et la semaine d'après, tu vas peut-être faire de nouveau 3 jours et ensuite 4 jours tranquilles. Après, tu vas faire peut-être une semaine tranquille. Puis après, tu vas faire 4 jours durs et puis, ou 4 jours beaucoup de volume. Et après 4 ou 5 ou 7 jours tranquilles. Donc, je pense qu'il y a un moyen de monter en fait par palier comme ça pour que tu puisses mieux tolérer des gros blocs avec beaucoup de volume. Mais après, ouais, si tu veux faire ça, il n'y a, y a pas de miracle, hein. Si tu as une compète qui va durer 100 heures au total, il faut bouffer du volume. Il faut bouffer du volume. Et je pense que cette organisation peut être intéressante pour justement arriver à un niveau de préparation qui te permettra de mieux encaisser ces jours très, très denses avec beaucoup de volume. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Dark Sloan, toujours, une période spécifique a-t-elle plus de volume qu'une période fondamentale de manière hebdomadaire? Ça dépend complètement du contexte, ça dépend complètement du sport en question, ça dépend complètement du type de compétition. Est-ce que c'est une compétition A, B ou C dans ton calendrier? Quel est ton niveau actuel? Quelle est ta pratique actuelle? Donc, si tu veux plus de détails dans mes réponses, il faut me donner plus de détails dans la question parce que tout est contextuel. Tout est contextuel. Sam, dans le cadre d'une prépa générale Aerox, que penses-tu de l'intégration de zone 2 en des séries de force pour augmenter le volume? 6 fois 2 reps au squat à 90% avec 4 minutes de zone 2 bike Euh, entre des séries de force. Tu peux. Après, très honnêtement, je ne sais pas si ce sera plus bénéfique que de faire ta force reposée et ensuite ton EF à côté. Donc, je suis pas complètement convaincu que d'essayer de tout faire en même temps, ce soit la bonne solution. C'est rarement la bonne solution. Et souvent, c'est mieux de choisir ce que tu veux mettre en priorité. Après, si tu n'as pas d'alternative, tu peux, mais honnêtement, non. Moi, si tu fais la force avec des charges lourdes, fais ta force, repose-toi, fais ton endurance à côté. Et peut-être que tu peux commencer à densifier un peu et rajouter des trucs au milieu quand tu te rapproches du Hyrox pour que ça ressemble un peu plus. Mais les charges seront loin des 90%, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent de le faire comme ça. Nora, Néat, j'espère que tu vas bien. Je sais que ce ne sera pas à Paris, du coup, les French, mais si tu viens à Montpellier pour les French, hâte de te revoir là-bas. Et si je ne te revois pas aux French, on se reverra bientôt. Mathéo, as-tu des astuces pour préparer une course avec dénivelé en habitant en ville? Les escaliers, trouve un bâtiment avec plein d'escaliers et bouffe du dénivelé. Un banc ou une boîte aussi sur laquelle tu peux monter, redescendre. C'est mieux que rien. Si tu vas à la salle, tu as le Stairmaster qui peut être super intéressant. Si tu as un vélo, travailler avec des cadences très très basses, ça peut être un bon substitut. Donc je pense que ça, c'est toutes les meilleures options qui existent. Des escaliers dans un bâtiment, le Stairmaster à la salle de sport, un vélo avec de la cadence très très basse, ou alors un banc ou une boîte sur lequel tu peux monter, descendre et faire du dénivelé sans en avoir à disposition. Adrien, bonjour Sean, petite question sur l'équivalence d'intensité entre vélo et course à pied. On dit qu'une heure de course à pied correspond à 30 minutes de vélo. Qu'en penses-tu? Je pense que d'essayer de comparer des modalités et des intensités différentes, ça n'a aucun sens parce que c'est complètement contextuel. Si tu cours jamais, la course sera beaucoup plus dure pour toi, même si c'est de l'endurance fondamentale. Alors que si tu fais beaucoup de vélo, 30 minutes à une allure modérée, ça va rien te coûter. Donc, c'est complètement dépendant de la personne. Et ouais, les on dit que, c'est souvent comme ce que tu dis là, et je ne le dis pas parce que pour te viser ou te pointer du doigt, mais c'est souvent complètement dénu de contexte. Et un truc dont je suis absolument convaincu aujourd'hui, c'est que tout est dans le contexte. Le plus important, c'est le contexte. Et que donc les phrases comme ça qui sont dénues de contexte et qui veulent donner des vérités très, très larges, on va dire, c'est presque toujours faux. Sauf si tu es dans le bon contexte dans lequel ça s'applique. Et dans ce cas-là, c'est juste. J'en profite pour ceux qui sont là. Je fais une conférence la semaine prochaine, jeudi prochain, le 24 avril, sur la zone 2
C'est gratuit, donc tu peux t'inscrire. Il y a le lien dans la description. Il y aura des cadeaux à gagner. All You Need Nutrition, qui sont sponsors du podcast et meilleur complément alimentaire en France, fait en France pour les sportifs. Donc, merci All You Need de soutenir cette conférence. Pour tous les participants en direct, il y aura une chance de gagner des chouettes cadeaux All You Need. Donc, venez participer, inscris-toi. Le lien est dans les commentaires. C'est gratuit, jeudi prochain, 24 avril. On passe à la suite. Ah ouais, Étienne qui donne d'autres idées pour le travail de dénivelé quand tu n'as pas de dénivelé. Séance de côte ou navette en côte. Ouais, mais si tu es en ville et que tu n'as pas de côte, eh ben, tu l'as dans le baba. Donc, ce que j'ai donné avant, ça tient. Antoine, est-ce qu'une respiration nasale est un bon indicateur d'être en zone 2 et F sur longue distance? Oui, ça peut l'être. Mais il faut aussi se dire que tu peux respirer par le nez à la mort, au seuil. Donc, il faut que ce soit un effort qui est facile. Le meilleur indicateur, c'est que c'est un effort qui est facile et que tu peux tenir pendant très longtemps et et que ta fréquence cardiaque ne va pas dériver, elle va rester bien plate. Si ta fréquence cardiaque fait comme ça, c'est pas de l'endurance fondamentale. Si ta FC reste bien plate, c'est un bon indicateur. Et là, la respiration nasale peut être un indicateur aussi. Géraldo, petite question, est-ce que tu trouves intéressant d'intégrer l'entraînement Aerox dans la préparation physique d'un coureur sur route ou trail? Dans la phase générale d'un trailer, peut-être. Pour un coureur sur route, ça dépend de son niveau, ça dépend du moment de la saison, mais faut bouffer de la route pour être bon sur route. Donc, je te dirais tout ce que tu vas faire en Aerox. Alors, je dirais peut-être en début de saison, quand tu es loin des courses et quand tu veux t'assurer qu'ils soient en bonne condition physique. Typiquement, les coureurs, et je sais que je fais une généralité, mais c'est typiquement vrai, les coureurs n'aiment pas faire du renforcement musculaire. Oui, je sais, si vous êtes là, vous faites certainement du renfort parce que vous comprenez l'intérêt que ça a, mais je sais que beaucoup de coureurs ne font pas de renforcement musculaire. Si c'est le cas, eh ben, faire du Aerox, ça peut peut-être être l'entre-deux qui fait qu'ils font quand même du travail de type un peu plus force. Et que ce sera de toute façon bénéfique dans la durée pour eux, pour l'économie de course, pour la longévité, pour l'intégrité structurelle de leurs tendons, ligaments, os, muscles. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut bien le réfléchir. Tac, tac, tac. Contexte pour la question sur le spécifique et le fondamental. Je reviens dessus. Ça dépend des fils. Oui, bah forcément, ça dépend des villes. Dark Sloan, contexte sur la question du volume. Sport triathlon, durée de la période fondamentale 4 mois, avec un volume hebdomadaire 7 à 10 semaines, avec du polarisé tout le long. Alors attends, il faut que je revienne à ton autre question, parce que je me souviens plus ce que c'était maintenant. Une période spécifique a-t-elle plus de volume qu'une période fondamentale de manière hebdomadaire? Techniquement pas, parce que bah non, typiquement, ta période spécifique, elle va se rapprocher des efforts de compétition. Attends que je réfléchisse, parce que tu m'as dit triathlon, 2 mois plutôt pyramidal avec 7 heures de volume. Attends, je réfléchis un petit peu. Durée de la période fondamentale 4 mois avec un volume hebdomadaire de 7 à 10 semaines. Donc la période générale, pas fondamentale, parce que si tu fais du polarisé, ça veut dire que tu fais de la haute intensité, donc c'est pas fondamental, c'est polarisé. Donc si tu fais 4 mois de polarisé avec 7 à 10 heures et que ensuite tu fais du spécifique qui va plutôt être pyramidal, ben techniquement oui, tu peux faire plus d'heures parce que l'intensité est plus basse et que l'intensité d'effort sera plus spécifique à tes besoins pour la compétition. Donc dans ce cadre-là, oui, tu peux techniquement passer sur un peu plus de volume. J'espère que j'ai pu répondre. Martin, comment t'entraînerais-tu pour un Aerox si tu peux faire 6 séances par semaine? Ben, je ferais minimum 3 à 4 séances de course à pied. Si tu peux faire 3 à 4 séances de course à pied déjà maintenant. Si tu fais 2 courses par semaine, saute pas à 4 par semaine parce que tu vas t'éclater. Donc, toujours le principe de progressivité qui est instrumental pour le développement de la course à pied. Donc, ne saute pas de volume de manière drastique avec la course parce que c'est comme ça qu'on se blesse. C'est comme ça que la majorité des gens se blessent en course à pied parce qu'ils en font trop par rapport à ce qu'ils sont capables d'encaisser. Et donc, progressivité, c'est le maître mot. Si tu as 6 séances, ouais, 3 à 4 séances par semaine de course. Si tu n'as pas encore le volume requis pour en arriver là, eh ben, je ferai en sorte de progresser sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour y arriver. Ça, c'est la première chose. Et puis après, le reste des séances, je les ferai en fonction de tes besoins.
Où est-ce que tu as besoin de plus de travail? Est-ce que tu manques de force maximale? Est-ce que tu manques d'endurance de force sur les sleds, les burpees, les lunges, et cetera? Mais typiquement, le mieux, c'est de faire un Aerox, de voir là où tu pèches par rapport à la moyenne et de mettre l'emphase là-dessus quand tu es loin des compétitions et ensuite de revenir sur tes forces quand tu es proche des compétitions. Moi, je le ferais comme ça. Dark Sloan spécifique 2 mois plutôt pyramidal avec 7 heures de volume. Bah, tu peux techniquement faire un peu plus si tu avais fait 10 heures en polarisé. Xaika, je suis désolé, je peux pas dire ton, ton nom. Sur les fractionnés, comment calibres-tu le nombre de reps et le contre-effort associé? Plus spécifiquement, que penses-tu d'enchaîner les reps jusqu'à l'échec? Tu ne soutiens plus l'allure cible. Euh, Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Qu'est-ce que tu as fait il y a 2 semaines? Qu'est-ce que tu as fait il y a 3 semaines? Qu'est-ce que tu as fait un mois en arrière? Ça va te donner le nombre de reps et le contre-effort. Tu peux commencer avec du 1-1 en travail-repos, par exemple sur du 30-30. Très classique pour de la haute intensité, mais pas le meilleur stimulus pour la majorité des gens, sauf si il faut que tu encaisses beaucoup de volume à haute intensité, auquel cas ça peut être une bonne longue séance qui n'est pas trop difficile. Mais dès le moment où tu veux vraiment passer sur du travail de VO2, VO2, là, je passerai sur du 2 unités de travail, 1 unité de repos. Donc, ça peut être du 30-15, ça peut être du 20-10. Tabata, le Tabata que tout le monde connaît, 20-10, c'était du fractionné VO2 max pour des patineurs de vitesse. Donc, 20-10, 30-15, 40-20, une on, 30 off, 30 secondes off. Tous ces formats, ça permet d'aller plus loin dans l'intensité tout en ayant un petit repos. Et d'enchaîner les reps jusqu'à l'échec, ben, je le ferai peut-être en fin de progression. Mais si tu vas à l'échec à toutes les séances, dans 3 semaines, tu es explosé et tu ne sers plus à rien. Donc, il faut arrêter de chercher la séance magique. Il faut faire des entraînements, il faut récupérer de ces entraînements et il faut le faire en perpétuité. C'est ça qui va faire que tu es meilleur. Ce n'est pas une séance parfaite avec le nombre de reps parfait, le contretemps associé parfait, d'aller jusqu'à l'échec à chaque fois. Ça va te faire progresser au début, mais au bout d'un moment, tu vas te cramer les ailes. Et donc, vaut mieux avoir un entraînement structuré et progressif. Hâte de voir ce que tu penses sur l'intérêt de la zone 2 pour les coureurs de demi-fond courts ou des footballeurs. Ben, pour les coureurs de demi-fond courts, plus tu es loin des compétitions, plus tu vas bouffer de l'endurance. Et plus tu te rapproches et moins tu vas en faire. Et ensuite, forcément, tu ne vas pas pouvoir faire ça pour toujours. Donc, si tu as une saison qui est longue, peut-être au milieu de la saison, il faut une petite retouche au niveau du travail général. Je considérais l'endurance fondamentale comme intensité générale vis-à-vis du demi-fond court. Et pour les footballeurs, sujet délicat. Les footballeurs, à l'heure actuelle, et forcément, encore une fois, je généralise, mais je dirais qu'en général, les footballeurs, ils manquent d'endurance fondamentale. Ils manquent de volume de course à pied. Pour des sports où tu dois courir pendant 90 minutes sur un terrain, si tu n'es pas en capacité de faire 2 ou 3 fois 10 kills dans la semaine, tranquille, hein, tranquille, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je pense que la majorité des footballeurs bénéficieraient à faire plus d'endurance fondamentale. Oui, mais Sean, c'est du sprint. Non, c'est pas du sprint, c'est 90 minutes de course avec des sprints dedans. Et forcément, tu es latéral, tu es devant, tu es derrière. C'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes types d'efforts. Mais quoi qu'il arrive, la majorité des footeux peuvent avoir une meilleure condition physique en course à pied. Ça, c'est sûr et certain. Donc, oui, pour l'endurance fondamentale. On continue. Je te rappelle, hein, si tu viens de nous rejoindre, tu peux me poser des questions directement en live ce soir en cliquant le bouton qui est tout en haut des commentaires ou alors celui qui est dans la description. Il faut allumer ta caméra, ton micro. Pour l'instant, il n'y a personne qui est venu poser une question en direct, mais c'est pas grave, on persévère, on est toujours là et on continue. Je suis là encore une quinzaine de minutes, donc n'hésite pas si tu le souhaites. Poser ta question. Je vais enchaîner parce qu'il y a pas mal de questions qui s'accumulent, ça fait plaisir. Merci d'être au rendez-vous. Thierry, question profilage, aurais-tu déjà un avis ou des retours terrain sur le masque calibre Biometrix qui semble disposer d'un énorme potentiel pour un tarif compétitif? Merci d'avance. Ouais, le temps d'évaluation est plutôt limité. Et de ce que j'ai entendu de seconde main, de collègues qui l'ont essayé, c'est pas nécessairement tout ce que ça promet. Je crois que tu dois payer pour exporter les données. Enfin, en tout cas, moi, comme indépendant qui veut pouvoir utiliser mon matos tranquille et pas devoir payer tous les mois pour avoir des datas, il semblerait que de ce côté-là, c'est le modèle qui fonctionne. Hein, c'est le modèle récurrent où tu payes tous les mois. Donc, je comprends qu'ils utilisent ce modèle-là. Mais
Moi, je mettrais pas. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas l'intention de l'acheter, même si j'avais dit que je l'achèterais sûrement parce que c'est pas très cher. Mais vu les retours que j'ai pour l'instant, ça m'enchante pas vraiment pas autant que ça. Je serais plus enclin à investir dans la ceinture que Timeware va sortir bientôt. Alors, va sortir, hein. Moi, j'ai investi dedans. Enfin, oui, je l'ai payé déjà. Je vais la recevoir bientôt. J'ai déjà acheté leur t-shirt qui te permet de mesurer l'amplitude ventilatoire et la fréquence ventilatoire. Et ils sortent une ceinture tout bientôt qui fait pareil. Donc je me réjouis de tester ça. Je ne peux pas te dire si elle est bien ou pas, mais moi je préférerais mettre 300 balles là-dedans et d'avoir des valeurs de ventilation qui sont cohérentes que d'avoir un masque avec des données de VO2. Honnêtement, la VO2, c'est complètement surestimé à l'heure actuelle, à mon avis. Et oui, moi j'utilise le masque, le VO2 Master, etc. Mais la grande majorité des gens n'ont pas besoin de ces données-là. Et savoir ta VO2 max, ta montre fait un bon boulot de l'estimer en règle générale. Et savoir que tu as une VO2 max de 55 ou de 65, ça ne va pas changer les entraînements que tu vas faire derrière. Donc moi, je préfère me focaliser sur l'aspect respiratoire. Nico, comment augmenter rapidement la VO2 max? Est-ce que la corde à sauter, battle rope et le sac de frappe est bien pour cela? Il y a un problème avec ta question, c'est le mot rapidement. Il n'y a pas de raccourci et si tu veux faire les choses bien, il faut prendre le temps de le faire. Après, si tu veux augmenter rapidement ta VO2 max, tu vas faire des entraînements de type VO2 max, des entraînements de type sprint interval training, qui est le pire entraînement du monde, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, tu vas pas pouvoir faire ça en perpétuité parce qu'après 2 semaines, tu vas être complètement ratiboisé sur les rotules, comme on dit. Donc, la meilleure manière d'augmenter durablement sa VO2 max, c'est des entraînements d'endurance structurés en perpétuité. C'est ça le meilleur moyen. Corde à sauter, battle rope, sac de frappe, c'est tous des efforts qui sont. Alors, pas la corde à sauter, mais les deux autres, c'est assez musculaire comme effort. Et je ne pense pas que ce soit les meilleurs moyens de travailler la VO2 max. Les meilleurs moyens, c'est les modalités cycliques d'endurance. La corde à sauter peut être un moyen de le faire, mais il faut déjà bien encaisser les rebonds parce que si tu commences à le faire tous les jours alors que tu n'en fais pas, dans 3 jours, tu as des périostites et tu dois recommencer à zéro. Donc, sois prudent avec le volume de ce côté-là. Géraldo, merci pour la réponse. Record 1,19 semi et marathon de 57. J'ai la mémoire tellement courte, je ne me rappelle plus de ta question, Géraldo, mais j'espère que j'ai pu répondre. Précision PMA, par exemple, 40-20. 40-20, je ferais typiquement peut-être entre 6 et 10 répétitions. Et je ferai ça 2 à 3 fois selon ton niveau actuel. Je partirai là-dessus. Rudy, salut Sean, 5 séances par semaine depuis 2 ans. Premier marathon hier en 3,59, marathon de Paris. Bravo Rudy, c'est trop bien. Jamais ressenti l'euphorie ou même le moindre plaisir. Des pistes. Continue à t'entraîner. Continue à t'entraîner et ne sois pas trop pressé d'augmenter ton volume d'entraînement. Sois intelligent dans ta répartition des intensités dans la semaine. Fais en sorte que tes séances faciles restent très faciles et tes séances difficiles soient plus dures forcément. Mais essaie de vraiment bien garder une différence entre ces deux parce que souvent on se retrouve avec toutes les mêmes séances au milieu. Le dur devient trop facile. Enfin, le dur devient pas assez dur parce que tu es trop fatigué parce que le facile, tu l'as fait trop dur. Donc ça, ce seraient les pistes d'amélioration. La blessure provient du fait qu'on ne donne pas assez de temps au corps de récupérer, d'où l'importance de la récupération. Que penses-tu des bottes de pressiothérapie? Ouais, les bottes, ça aide, mais ça va seulement aider de manière marginale si tu manges de la merde, que tu dors pas et que tu es stressé à mourir. Les fondamentaux de la récup, c'est déjà pas trop te rentraîner par rapport à ce que tu arrives à récupérer. Et pour maximiser ta récup, c'est dormir, c'est bien manger, c'est bien t'hydrater, c'est bien gérer ton stress. Et encore une fois, pas faire n'importe quoi à l'entraînement. Donc oui, typiquement, la blessure, c'est quand ton corps il peut pas encaisser ce que tu lui mets encore et encore et encore. D'où l'importance de bien gérer tout ça. Salut, la zone 2 au service des sports tels que le crossfit ou les sports de combat ne vont-elles pas avoir un impact négatif sur la récup via le catabolisme musculaire et l'activation d'AMPK? Non. Non, 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 non. Pas d'impact négatif, pas de catabolisme. Tu ne vas pas faire fondre tes muscles par la zone 2. Ce serait même le contraire.
Si tu en fais pas maintenant et que tu en fais, tu seras plus endurant, tu pourras t'entraîner plus, tu pourras faire plus de renforcement, plus d'hypertrophie, tu récupéreras mieux, tu auras une meilleure condition physique, tu auras une meilleure santé, tu auras une meilleure longévité, une meilleure récupération, etc., etc., etc. Donc non, il faut arrêter de chercher la petite bête avec les interactions mécanistiques, physiologiques, et il faut se concentrer sur la vision plus large. Augmente ta condition physique et ça passe par de la zone 2 de temps en temps, au minimum. Et plus tu as une meilleure condition physique et meilleur tu seras à l'entraînement. Le volume d'entraînement est-il l'outil le plus efficace pour améliorer ses perfs? C'est un très très grand levier de progression, mais ce n'est pas le plus efficace. Déjà, le plus efficace, c'est de t'assurer que les heures que tu fais, elles sont bien encaissées, tu récupères bien de tes heures. Pour ça, va écouter le podcast que j'ai fait avec Yannick Matégissac, triathlète semi-pro français, qui court en catégorie pro, qui s'est brûlé les ailes avec 30-35 heures d'entraînement et qui a repris maintenant avec 20-25 heures et qui fait des meilleures perfs qu'avant. Donc le volume, ça peut être un outil, mais il faut s'assurer que tout ce qui suit derrière, c'est d'abord en place avant de rajouter du volume. Étienne, ne pas oublier que pour moi, le fractionné est relatif à l'objectif que tu prépares en termes de dominance, bien évidemment. Géraldo, merci pour ta réponse. Record sur semi 1,19 PS. Merci pour ta formation sur la respiration. Je n'ai jamais couru aussi vite avec une telle facilité respiratoire. Eh bien, Géraldo, tu fais bien de le dire. Et pour ceux et celles qui veulent soutenir mon travail, tu vas sur academy.upsidestrength.com et tu vas voir le programme d'entraînement Breathmaster que j'ai remis à jour en février, un tout nouveau programme d'entraînement respiratoire. Et c'est vraiment un game changer, comme on dit dans le jargon. Donc, si tu as de la peine avec la respiration à l'effort en général, ou alors que tu es curieux et que tu veux développer ce côté-là de ta condition physique, va prendre le programme Breathmaster. Merci Géraldo pour ton témoignage en direct. Ça fait grandement plaisir. Merci pour toutes tes réponses. Tu es vraiment quelqu'un de super. Continue comme ça. Dark Sloan, merci à toi. Tu es présent à quasiment tous les lives, donc ça me fait grandement plaisir et j'espère qu'on pourra se rencontrer en vrai un jour. Nico, merci pour ta réponse. Pour la corde à sauter, le sac de frappe, je maîtrise un peu car j'ai fait plus de 6 ans de boxe. Je fais luc léger jeudi et je suis arrivé au palier 10. Si tu veux être meilleur en luc léger, il faut faire plus de courses à pied, basse, moyenne, haute intensité, bien répartie dans le temps, bien organisé, bien séquencé, bien adapté à tes capacités actuelles. N'oubliez pas de le liker. Merci. Dark Sloan, tu me fais ma pub, tu fais plaisir. Merci beaucoup. Eric, d'ailleurs, j'arrive à la fin des questions qui sont dans le chat. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans le chat. Ou alors, si tu veux venir me poser la question en direct, clique sur le lien qui est dans la description ou alors tout en haut des commentaires. Attends, tu sais quoi? Je vais remettre le lien dans les commentaires juste maintenant. Comme ça, tu l'as en direct. Et si tu veux venir me poser une question en direct, il suffit de cliquer le lien, allume ta caméra, allume ton micro et on peut discuter en personne. Salut Sean, j'ai entendu parler de la force de muscu type série de 3 reps très lourde, peut-être bénéfique pour un cycliste si c'est ponctuel. Est-ce vrai? Si oui, peux-tu l'expliquer? Ouais, il y a plein de bonnes études et vidéos YouTube sur le sujet. La force maximale, c'est souvent quelque chose qui est délaissé par les sportifs en sport d'endurance. Ça va être très très intéressant au niveau de l'économie, au niveau de la longévité aussi. C'est-à-dire que tu auras une longue carrière qui sera plus longue et il y aura certainement moins de blessures si tu fais ça bien. Toutes choses égales et que tu gères bien ton volume et que tu fais pas n'importe quoi à l'entraînement avec tes séances d'endurance. Mais oui, faites de la force. Non, pas toute l'année comme des bourrins pour un sport d'endurance, mais pendant 2 ou 3 mois dans l'année, quand il n'y a pas de course, par exemple, et quand tu as du temps et quand il fait moche dehors, donc par exemple en hiver, fais 2 séances de renfo dans la semaine. Ça va te faire énormément de bien. Et si tu bosses sur ton renfo lourd, ce sera d'autant plus intéressant. Allez, on a notre première personne qui nous répond en direct. Aziz, comment tu vas? Aziz, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Tu es en direct sur la chaîne au cas où. Hein. Je ne sais pas si tu nous entends. Salut. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu Ok. m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Tu es en direct sur la chaîne Super, YouTube. enchanté. Comment tu vas? De même. Ça va super et toi? À fond les ballons vu que tu es là. Pardon, vas-y, bois, t'inquiète. Enchanté, moi je suis head coach de CrossFit Beaune, du coup en France, Super. à Beaune, je sais pas si tu connais. J'avais surtout besoin de parler avec toi, c'était par rapport au palier des fréquences cardiaques. Sur quel test, toi, tu penses ce serait le mieux de jauger un panel, entre guillemets, même un petit panel d'adhérents à la salle pour essayer de travailler vraiment cette endurance fondamentale?
Donc, tu me demandes en gros à quelle fréquence cardiaque les différents participants d'un groupe Ou doivent alors, se calibrer. ouais, ou alors quel test toi tu mettrais en œuvre pour essayer de vraiment jauger ça, par exemple, sur un panel qui doit du coup représenter un cours, par exemple, tu vois? Ouais, super, super question. À l'heure actuelle, je pense que, en tout cas, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est avec un test par palier qui va durer 25 minutes typiquement. C'est le test protocole 41 simplifié et Ok, c'est bosser sur la base du RPE, du ressenti. Ce qui fait ok, que tu vas non seulement sensibiliser tes adhérents à l'importance du ressenti et qu'est-ce que ça représente véritablement, et tu vas pouvoir ensuite leur dire, OK, ben toi, l'endurance fondamentale, ça va être dans cette fourchette d'intensité, sans nécessairement devoir se soucier de leur fréquence cardiaque. Et ça, tu peux le mettre en place avec un groupe tant que tu as le matériel, forcément, assez de vélos ou assez de rameurs ou assez de l'outil que tu vas utiliser. Tu peux avoir un groupe de 20 personnes qui le font en même temps et ça peut être fait sur un temps qui est assez bref. Comme j'ai dit, moins de 30 minutes, ça peut être mis en place. J'en parle en détail dans ma formation méthode RPE. ok, C'est une mini formation que j'ai sur ma plateforme. Il y a pas des heures et des heures, il y a 2 heures de vidéo en tout, je crois. Et dans le chapitre 3, je parle de l'évaluation via le RPE et je détaille ouais, comment mettre en place ce test avec même un tableau que tu peux télécharger et que tu peux faire remplir à tes adhérents qui leur permettront ensuite d'avoir une idée de où se trouve leur basse, leur moyenne et leur haute intensité. Alors, on n'est pas dans des trucs ultra précis, mais de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un ordre d'idées. je pense que... Mais ça te permet d'avoir ces infos et ça te permet de le Ouais, ouais, mettre en bien place sûr. pour un groupe assez large. Donc, à l'heure actuelle, à mon avis, c'est l'approche la plus simple qu'on puisse appliquer. Ok, ok, super. Ouais, ouais, bah du coup, c'est ce que je me demandais, c'est ce qu'on se retrouve confronté, nous, par exemple, à la boxe, c'est d'essayer de gérer vraiment cette intensité vis-à-vis de tout le monde. Même de temps en temps, par exemple, sur les sessions un peu plus complites pour nos athlètes, je vais essayer de mettre de la basse intensité. C'est très compliqué, certainement, certaines fois, de gérer l'intensité de tout le monde, parce qu'on en a qui démarrent, qui sont vraiment compete inter, et on en a des qui sont en RX, RX+, et qui vont nous demander du coup un peu moins de détails. On sait qu'ils savent gérer, ils connaissent même ils ont leur montre ou alors ils ont même leurs allures de basse intensité, haute intensité, et c'est très compliqué des fois de gérer ça. Ouais, je pense que le RPE, c'est le meilleur outil pour ça, pour le coach, parce que ça te permet d'avoir en fait, un objectif de séance ou d'intervalle, peu importe Mhm. le truc, qui est bah, très très simple au final. Et après, bah, forcément, ton RPE 7, c'est pas le même que le mien, c'est pas le même qu'un tel. Ouais, bien sûr. Et ça fait que si tu sais que si tout le monde commence à bien connaître ses RPE, qu'ils ont fait ce petit test progressif, par exemple au début quand ils rejoignent les cours, et que Ouais, tout le monde doit y passer et qu'ils ont après leur fiche et qu'ils savent que, ah ok, si je suis sur l'éco-bike et que je dois faire un RPE 6 ou alors du travail de seuil par exemple, eh ben, je sais que je dois être à peu près dans cette fourchette de ok. watts. Et à mon avis, c'est la manière la plus simple d'approcher l'endurance aujourd'hui, c'est d'avoir ce test qui te fait, en fait, c'est 5 paliers et tu vas viser 1, 3, 5, 7 et 9 en difficulté sur 10, ce qui fait que tu balayes en fait tout le spectre d'intensité. Ouais, Et après, ouais. ça te donne un ordre d'idée par rapport à ce que tu as fait en perf, où tu vas te situer pour la basse, la moyenne, la haute intensité. Ok, ok. Et, la formation dont tu me parlais, elle est faisable, elle est online ou elle est... Ouais, elle Elle est est, online. ouais, Ok, elle est en ligne et je te dis, y a pas, ça prend pas des heures pour la faire. Elle est très, très synthétique, très, très simple. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très certainement ma formation déjà la plus accessible et la plus facile à mettre en place sur le terrain. ok, ok, Et dans le chapitre 4, il y a tout un tableau que tu peux utiliser pour tes compétiteurs pour la gestion de la charge d'entraînement, où ça te permet de ok, recenser toutes tes séances dans la semaine, même si tu fais du bi ou du tri quotidien, et de justement utiliser ce RPE parce que des fois, tu as du cardio, donc tu as des fréquences cardiaques. Des fois, tu as de la force, donc tu ne peux pas utiliser la fréquence cardiaque. Et en ouais, fait, le RPE te permet de dire, OK, cette séance de force, c'était du 8 sur 10, ça durait 1 heure. 8 fois 60, ça te donne une charge d'entraînement. Et cette ok, séance de basse intensité, c'était du RPE 3, ça a duré 30 minutes. 3 fois 30, ça te donne une charge d'entraînement et ça te permet de moduler, en fait. OK? ok, ok. Désolé, je pense que je bug un peu avec la boxe. Il y a du Il n'y a monde pas de qui est en souci. train de woder à côté. Ouais, on entend. J'espère Ok, qu'ils s'amusent bien. ouais, 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 aujourd'hui, il y a un team mode, donc ça se passe bien. Ouais. OK, parfait. Ok, Super. merci beaucoup à toi. Merci d'avoir pris le temps de venir sur Bah le ouais, grave. live. Et Merci, si tu as merci, d'autres c'est questions, cool. n'hésite pas à m'envoyer un petit email. Merci Aziz. Moi, j'ai juste une question plus perso. Ouais, ouais, vas-y. Je voulais savoir comment toi tu fonctionnes vis-à-vis du running avec le CrossFit, par exemple, pour l'incorporer un peu plus dans tes WOD
et pour l'emmener, tu l'emmènerais comment aux adhérents pour leur faire. Nous, par exemple, on a un panel d'adhérents je pense, qui a été choqué par un ancien coach qui aimait, je pense, un peu trop ça Ok. et qui forçait un peu le trait, tu vois. Et Ouais. on se retrouve vraiment confronté à des gens qui sont en mode on met du running, tu nous fais chier, quoi. Genre, moi, je les fais chier. Alors que j'essaye de faire en sorte d'écouter, bien évidemment, la clientèle, parce qu'ils payent un certain prix, etc. Toi, tu aurais quel discours vis-à-vis de ça? Je passerai par la porte de échauffement et cool down. Genre, Ouais, allez, on part en échauffement, on va tous faire un petit footing pendant 10 minutes. ok. Parce que si ils se sont fait marteler avec de la course, notamment à haute intensité, c'est ça qui les dégoûte. Et il faut qu'ils Ouais, reprennent goût à la course à pied sans passer par la case haute intensité tout de suite. Et pour ceux qui ont beaucoup de peine à l'encaisser, il faut vraiment pas négliger tous les exercices de force du pied, force de la cheville, tibia, mollet, parce que c'est ça ok, qui fait le rebond en fait, c'est ton ressort. Et si ok. tu n'as pas de ressort et que tu t'écrases au sol, ben, ça fait mal. Ouais, Et donc il faut d'un côté cette prophylaxie, cette préparation pour la course, et d'un autre côté, il faut reprendre du goût à la course avec des choses simples et de basse intensité typiquement. Ça permet de réintroduire les choses, de ne pas forcer. Et je pense que c'est un des moyens qui va te permettre de réintroduire ça progressivement. ok, super, merci beaucoup. Merci Aziz. Bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée, salut Sean. Ciao. Magnifique. Ben, ça fonctionnait plutôt pas mal, hein. Donc, merci Aziz d'avoir pris le temps d'être venu poser ta question. Eric, donc je t'ai répondu sur la force. On enchaîne. Rudy, y a-t-il intérêt à utiliser un testeur de glycémie permanent? Un modèle à recommander. On avait testé avec ma femme il y a quelques temps. Honnêtement, pour mieux comprendre comment tu réagis à différents aliments, c'est intéressant. Pour la performance, c'est pas intéressant. Pas à l'heure actuelle, en tout cas. Les capteurs de lactate en continu arrivent sur le marché tout doucement, là. Ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Mais le testeur de glycémie, honnêtement, moi, je le ferai à titre pédagogique. Très, très intéressant à titre pédagogique. Salut Sean, concernant le Breathe Way Better, conseilles-tu son usage? Si oui, à quelle période? Hier, aujourd'hui et demain. Louisson, non, plus spécifiquement, je dirais que quand tu es loin de tes compètes et que tu développes ta forme physique générale et que tu veux mettre un peu l'accent sur la respi, bah, tu l'utilises à ce moment-là. Quand tu es à l'approche des compètes, tu peux l'utiliser en échauffement dans tes séances, tu peux l'utiliser pour, rendre, pour rendre tes séances plus difficiles. Donc il y a vraiment plein de manières de l'utiliser à plein de différents moments. Je te relance sur ce que j'ai dit avant, le programme Breath Master qui est sur mon académie. Et c'est valable pour ça et c'est forcément valable pour tous les autres, hein. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne YouTube, si vous suivez les contenus sur les réseaux, si vous appréciez le travail de Upside Strength, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'aller sur l'académie, academy.upsidestrength.com, et de prendre un programme ou de prendre une formation, ce qui va te permettre de, un, nous soutenir, et deux, améliorer ta condition physique ou tes connaissances. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, académie avec un y.upsidestrength.com. Nico, très très intéressant en tout cas, c'est super instructif. Ben, écoute, merci à toi. Autre question, quel matos recommandes-tu pour du renfort à la maison? Haltère élastique, exercice au poids de corps. Alors, pour le renfort à la maison, une barre de traction qui est fixée au mur, je pense que c'est un super outil de travail. Un banc et des haltères. Et déjà, si tu as ça, tu as tellement de possibilités. Ouais, des élastiques forcément, mais ça coûte pas grand-chose. Moi, perso, c'est ce que j'ai. J'ai une barre de traction. Bah, attends, je peux peut-être vous montrer en tournant la caméra. Normalement, je dois pouvoir y arriver. Voilà, donc tu vois, il y a la barre de traction là-haut, des élastiques, il y a un banc, il y a un Swiss ball, forcément des ergots parce que c'est le boulot. Il y a un gilet lesté là-bas, il y a des haltères derrière. Mais ouais, typiquement, c'est ce qu'il te faut. Il te faut une barre de traction, il te faut des haltères, il te faut un banc. Et déjà, avec ça, tu as tellement de possibilités, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Donc voilà pour la recommandation. Euh, J'aime beaucoup la course à pied 4-5 fois par semaine. Comment muscler aussi le haut du corps? Car j'entends tout et n'importe quoi. Eh ben, il faut faire du renforcement haut du corps entre 1 et 3 fois par semaine avec différents patterns de mouvement, tirer et pousser, horizontal et vertical.
Donc, des tractions, c'est du tirage vertical. Un développé couché, c'est du poussage horizontal. Un tirage halter, c'est du tirage horizontal. Un military press, une presse militaire, c'est du poussé vertical. Donc, tu as ces 4 grands groupes de mouvements. Tu en choisis un de chaque. Tu fais entre 2 et 5 séries de chaque. Tu fais entre 5 et 15 répétitions sur chaque série. Tu restes entre 1 et 4 répétitions en réserve. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur les répétitions en réserve, va prendre ma mini-formation méthode RPE sur l'académie. Et tu fais ça de manière régulière, en perpétuité, et tu vas gagner en force sur le haut du corps. Salut possible, la question sur la respiration. François, si j'ai raté ta question, attends, j'essaie d'aller voir si je l'ai raté. Je vois pas de question de ta part plus haut, mais n'hésite pas à me mettre ta question en effet. Aziz, merci pour tes réponses. N'hésite pas à passer à Beaune pour une bonne session de cardio et une bonne bouteille de vin. Merci Aziz. Redis-moi où c'est Beaune. Je n'arrive pas à le placer sur la carte. En tout cas, merci pour ton invitation et j'espère que le WOD se passe bien pour tes adhérents. François, sur le fait de gérer sa fréquence respiratoire lors de certains exercices, on augmente le rejet de CO2 et si on se retient à un rythme inapproprié, ne va-t-on pas faire une sorte de nécrose? Non, il n'y a pas de nécrose. Au contraire, d'ailleurs, si tu arrives à garder plus de CO2 en hypoventilant volontairement, donc en réduisant ta fréquence respiratoire, tu vas augmenter l'apport en oxygène dans tes muscles. Et ça, c'est bien documenté, ça s'appelle l'effet Bohr, B-O-H-R. Plus il y a de CO2 et plus facilement l'oxygène va se détacher de l'hémoglobine et passer dans ton muscle et pouvoir alimenter les processus énergétiques. Donc non, il n'y a pas de risque de nécrose. Tu vas même gagner en performance. Très, très intéressant. Mon collègue Cyril Ricky en parle dans le podcast qu'on a fait il y a quelques temps ensemble. Je t'invite à aller l'écouter. Et je vais faire encore 2-3 questions, les amis, et après, je vais gentiment arrêter le live. Merci d'avoir participé ce soir. Aziz, en France, à côté de Dijon, bah, ça tombe bien. Je devrais être dans ta région prochainement. Je te tiens au courant. Louisson également, quel est ton avis sur la Whoop de manière globale? Personnellement, je trouve le produit plutôt fiable. J'attends 1 an d'usage pour me faire une réelle opinion. Ça dépend pourquoi tu l'utilises. Moi, je serais plutôt partisan d'une application comme HRV for Training. Je ne suis pas payé par eux. Ouais, c'est cette appli-là. Attends, je vais essayer de te la montrer. Voilà, c'est cette appli ici. HRV for Training. Si tu veux avoir un suivi de ta variabilité cardiaque, à mon avis, c'est le meilleur outil sur le marché qui existe à l'heure actuelle. La Whoop, c'est cool, mais c'est des algorithmes et c'est des trucs qui reflètent pas toujours la réalité. Et quand ta Whoop te dit tu as fait une séance qui a servi à rien alors que tu as fait de l'endurance fondamentale, psychologiquement, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire. Et trop de gens sont dépendants de leur montre aujourd'hui et ne s'écoutent pas. Donc, moi, je suis plutôt de l'avis qu'il faut utiliser des choses comme la variabilité cardiaque, mais c'est toujours secondaire par rapport à tes ressentis. Et c'est tes ressentis qui priment et c'est les datas en second. Et forcément, tu mêles les deux pour avoir les meilleurs résultats possibles. François, ou une contracture ou mauvaise contraction du diaphragme, pour moi, je comprenais respi et conséquence de l'évacuation de CO2. Donc, le restreindre serait contre-productif. Non, non, c'est pas contre-productif. C'est même très productif. Il faut résister l'envie de respirer plus et plus vite et plus fort, mais c'est très très productif. Donc non, il n'y a pas de souci au niveau du diaphragme. Le diaphragme, il se portera très bien. Ok, j'attends encore une petite minute. Si vous avez une dernière question à me poser, les amis, c'était un chouette petit live ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Merci pour les super questions. Et j'espère que j'ai pu vous aider avec les réponses. Comme je te l'ai dit, 2 choses. La semaine prochaine, jeudi 24 avril, conférence à 20h sur la zone 2. Si tu veux venir participer, c'est gratuit. Il y aura des cadeaux à gagner, notamment des cadeaux de nos amis chez All You Need Nutrition. Inscription via le lien dans la description. Deuxième chose, si tu veux soutenir tout le travail Upside Strength, ça se passe sur l'académie Upside Strength. Va acheter un programme, va acheter une formation pour améliorer tes perfs et tes connaissances et soutenir tout le travail qu'on fait. Louisson, merci, ça marche. Je note. Après, oui, il y a des trous dans la raquette. Hier, elle annonce 50% en forme du jour et j'ai ultra performé en compétition, donc je rejoins ce que tu dis. Exactement.
Merci, il faut que je lise un document qui explique bien, car le podcast, ça va trop vite. Tu peux le mettre à 0,75 de vitesse, parce que oui, ça va vite. Et va lire les blogs de Cyril, va lire les blogs qu'il y a sur mon site aussi, va écouter toutes les vidéos que j'ai faites sur la respiration. Et quand tu auras épluché tout ça, tu peux aller voir ma formation sur le système respiratoire dans la performance sportive sur l'académie. Donc, n'hésite surtout pas. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. C'était vraiment chouette de faire ça, un petit peu différent d'habitude. Et j'espère pouvoir continuer à faire plus de live avec vous. Donc, merci encore. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à demain sur les réseaux et passez une très très bonne soirée. Allez, ciao.